La situation sanitaire se dégrade en France. Plus de 30 000 cas de Covid-19 ont été enregistrés hier, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis la mi-novembre. Le Premier ministre Jean Castex tiendra une conférence de presse ce soir sur le sujet. Hier, c'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui s'exprimait depuis Dunkerque. La ville du Nord va être confinée les prochains week-ends, rejoignant ainsi les communes du littoral des Alpes-Maritimes. 10 départements présentent par ailleurs une situation qualifiée de très préoccupante. Le choix de mesures de restriction localisées paraît aujourd'hui privilégié, alors que la campagne de vaccination suit son cours cas un cas. Les médecins généralistes rejoignent ce jeudi le processus. Alors pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, ce matin, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Odile Launay, bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue, membre du comité scientifique vaccin Covid-19, praticienne hospitalier à l'hôpital Cochin HPAP à PHP à Paris, spécialisé dans les études cliniques de vaccins. Et puis avec nous, Samuel Alison, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'évolution des maladies infectieuses. Alors, j'aimerais avoir d'abord, pour l'un et l'autre, une appréciation générale de l'état de l'épidémie en France. Comment est-ce qu'on peut la qualifier ce matin? Odile Launay, on a beaucoup entendu parler d'un plateau ces dernières semaines. Est-ce qu'on est dans un plateau ascendant? Est-ce qu'on est dans un retour de l'épidémie? Comment est-ce qu'on peut définir? Mais peut-être est-ce compliqué d'avoir une seule définition pour l'ensemble du territoire? Alors, je pense qu'on peut dire que pour l'ensemble du territoire, on est sur un plateau, mais qui est un plateau élevé, c'est-à-dire avec une circulation intense du virus. Alors, cette circulation, elle est inégale selon les territoires, mais malgré tout, je pense que sur l'ensemble du territoire national, cette circulation est intense. Et le plateau qui était plutôt stable au cours des derniers jours, et particulièrement des 2-3 derniers jours, c'est particulièrement accéléré. On l'a vu dans les Alpes-Maritimes, en Moselle, avec le variant sud-africain, et puis là, à Dunkerque. Mais on sait qu'il y a d'autres départements, en particulier en Île-de-France, qui sont particulièrement atteints, avec un nombre très important de patients qui arrivent aujourd'hui en hospitalisation et en réanimation. Donc une épidémie qui a tendance là, très récemment, à s'accélérer de façon importante. Une circulation intense avec des disparités régionales, Samuel Alison? Oui, c'est exactement comme l'a dit ma collègue, hein. Vous avez une situation contrastée, mais c'est vrai que le plus important, c'est de rappeler, vous l'avez rappelé déjà dans le journal, que ce plateau est extrêmement haut. Depuis le mois de novembre à peu près, vous avez plus de 2500 personnes en réanimation pour des cas de Covid. Donc c'est une situation qui dure, qui est très lourde pour la population et pour le personnel hospitalier. Le bon curseur, d'ailleurs, pour vous, Samuel Alison, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'hospitalisations, le nombre de personnes en réanimation, le nombre de nouveaux cas quotidiens. C'est l'ensemble de ces données qui permettent de jauger l'état de la situation sanitaire. C'est vrai que nous, on regarde assez peu le nombre de dépistages positifs parce que c'est une mesure extrêmement variable. Ça va dépendre de combien de personnes se font tester chaque jour. On l'a vu avant les fêtes, où vous avez eu une explosion de ce nombre de tests. In fine, c'est vrai que la variable la plus contrôlée, celle qu'on peut le mieux comprendre, c'est celle des nouvelles admissions pour des cas de Covid, donc de la maladie. Après, on essaye d'utiliser d'autres métriques, par exemple les données de séquences aussi, qui fournissent une information un peu différente. Mais voilà, les admissions en hospitalisation restent la métrique la plus importante, et la tension des services hospitaliers est aussi, d'un point de vue pratique, la métrique qui va déterminer beaucoup de choses. Quand on travaille sur la campagne de vaccination, comme c'est votre cas, Odile Launay, est-ce que ce sont aussi les entrées en hospitalisation qui sont l'élément majeur pour ajuster peut-être cette campagne? Puisqu'on voit bien qu'en fonction des territoires, les chiffres ne sont pas les mêmes, et donc qu'il y a aussi des ajustements qui se font au niveau local. Alors, notre problématique aujourd'hui, c'est qu'on a très très peu de doses de vaccins, puisque contrairement à d'autres pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou encore Israël, où ils ont pu vacciner une proportion plus importante de personnes, on voit que la vaccination a un impact déjà sur la circulation du virus. En France, et comme dans le reste de l'Europe d'ailleurs,
Le nombre de doses de vaccins disponibles aujourd'hui est faible et on n'a pas encore un impact de cette vaccination. Donc on peut essayer finalement de donner plus de doses aux populations, en tous les cas aux régions qui sont le plus touchées. Mais ce nombre de doses est relativement faible puisqu'on a peu de vaccins et donc peut protéger les plus fragiles, mais n'a pas directement un impact sur la circulation du virus. Donc aujourd'hui, c'est trop tôt pour compter sur le vaccin pour arriver à contenir la circulation du virus. Ce sont les autres mesures qui doivent être renforcées. Les mesures barrières, ça c'est évident. Éviter d'être en communauté close à plusieurs, c'est ça aujourd'hui qui est l'élément le plus important dans la diffusion du virus. Je pense que le vaccin, il faut attendre encore un tout petit peu avant qu'on puisse compter sur la vaccination pour le contrôle de cette infection. Est-ce qu'en tout cas, s'il y avait suffisamment de doses de vaccin, vous préconiseriez, en tant que membre du comité scientifique vaccin Covid-19, Odile Launay, que l'effort soit porté sur les régions les plus touchées? Est-ce que ça serait Oui, la préconisation? ça pourrait être une préconisation, mais c'est absolument pas la situation actuelle. Le nombre de doses est faible. Le vaccin se fait comme il doit se faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la campagne de vaccination se passe tout à fait normalement, mais on ne peut pas compter sur le vaccin pour l'instant, freiner la circulation du virus. Sûrement pas. Et même pour limiter les hospitalisations, puisque c'est quand même ça qui nous préoccupe. Le nombre de personnes à risque vaccinées, pour l'instant, est insuffisant. Samuel Alison, je le disais en vous présentant, vous travaillez sur l'évolution des maladies infectieuses. Est-ce qu'on arrive à comprendre aujourd'hui les raisons qui font que certaines régions, c'est par exemple le cas de la région PACA, l'Île-de-France, aujourd'hui les Hauts-de-France, le nord-est, du côté de l'Alsace, sont davantage touchés par le virus, et puis d'autres sont relativement, là il faut insister sur le relativement épargnés. C'est le cas par exemple de la Bretagne et du Sud-Ouest. Est-ce qu'on arrive à comprendre ça ? Alors, pour préciser, moi je m'intéresse à l'évolution biologique, donc les mutations dans les génomes de virus. Là, c'est plutôt les tendances épidémiologiques. Il faut rappeler qu'il y a une très grande composante de hasard. Notamment quand vous avez de l'établissement des nouvelles chaînes de transmission. C'est pour ça, par exemple, qu'on explique que la première vague est démarrée d'abord en Italie par rapport en France. C'est-à-dire, il y a une grande composante de hasard qui fait que, par exemple, une personne ne va pas causer d'infection alors qu'une autre va en causer 10. Ces fameux événements de superpropagation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais perdre de vue. On pourra en reparler, mais par exemple pour les épidémies des variants qui par définition sont apparus, enfin on le sait, sont apparus dans d'autres pays. Cette émergence de l'épidémie des variants, elle est très très liée au hasard. Après, il y a certaines données qu'on peut rajouter. Clairement, les Hauts-de-France sont le département la région la plus proche de l'Angleterre. Un autre point aussi qu'on peut rappeler, c'est que dans les Alpes-Maritimes, c'est aussi là que vous aviez eu le redémarrage de l'épidémie le plus tôt après les fêtes de Noël, dès début janvier. Il y avait un redémarrage des cas et donc les mesures renforcées, par exemple le confinement à 18h, ont un peu gelé cette situation. Là, on a une épidémie qui, on pense, est en train de redémarrer du fait du remplacement en fait des lignées qui étaient présentes avant par ces lignées appelées variants, et donc on voit l'épidémie repartir là où finalement elle était repartie la première début janvier. C'est quelque chose qui fait sens. Est-ce que le travail de modélisation permet un peu d'anticiper justement, parce que vous parlez de hasard, mais c'est justement l'intérêt de la modélisation, j'imagine, que de pouvoir un peu plus anticiper les réactions de ce virus et de ces variants. Samuel Alison. Alors la modélisation, elle va relativement bien marcher quand ce qu'on appelle la loi des grands nombres s'applique. C'est-à-dire quand vous avez une situation avec une assez forte inertie au niveau des mesures mises en place.
Typiquement, quand vous avez un renforcement des mesures comme un couvre-feu, c'est là où la modélisation peut pas vous dire grand-chose, parce que à moins de connaître extrêmement bien à l'avance l'effet que va avoir un confinement ou un couvre-feu, vous allez faire une prévision à la louche. Là, on est un peu aussi dans cette situation d'incertitude où, du fait de l'arrivée des variants, on a une épidémie qui change de nature, donc on peut faire ce qu'on appelle des scénarios. Le groupe de Vittoria Colizza a fait ce travail en disant on va faire un scénario selon lequel les variants arriveraient à telle date, et un autre scénario selon lequel les variants seraient arrivés un peu plus tard, et on va faire un scénario selon lequel l'avantage de transmission des variants serait de 30%, un autre où il serait de 50%. Donc voilà, on peut présenter différents scénarios. On peut pas avoir un seul scénario. Ce que ça, en revanche, on arrive relativement bien à faire quand on est sur une tendance continue. Vous voyez, quand il n'y a pas de perturbation dans l'environnement de l'épidémie. Odile Launay, le fait qu'on soit soumis justement à ce haut niveau d'incertitude 1 an après l'arrivée du virus en Europe, c'est quelque chose qui vous surprend, c'est-à-dire qu'on ne soit pas en mesure de davantage prévoir la façon dont ce virus circule, dont les variants circulent et les effets qu'ils ont ensuite? Ouais, je crois qu'il faut bien comprendre que c'est un nouveau virus, hein, donc avec un virus qui a encore des propriétés qu'on ne maîtrise pas bien, et en particulier, comme le vient de le dire Samuel Alison, sa capacité à se transformer, à apporter des modifications sur sa structure qui va le rendre en particulier plus contagieux, plus transmissible. Et on sait que ce virus qui est plus contagieux, finalement, va l'emporter sur le premier virus. Et ça, c'est quelque chose pour l'instant qu'on ne maîtrise pas. On sait que ces virus ont une capacité à muter, à se transformer, à mieux s'adapter à l'homme, hein, puisque c'est un virus qui vient de l'animal. Et en s'adaptant mieux à l'homme, finalement, il est plus transmissible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. On sait que ça peut arriver, mais on n'a absolument pas la maîtrise de ces modifications. On sait aussi que c'est une pandémie absolument exceptionnelle, avec des mesures aujourd'hui de confinement qui, jusqu'à présent, n'ont jamais été adaptées et mises en place de cette façon-là. Donc finalement, depuis 1 an maintenant, on essaye de prendre les mesures qui paraissent les plus adaptées, mais avec, dans tous les cas, des incertitudes sur les résultats qu'on va être susceptible d'avoir. Donc, je crois que chacun fait au mieux. On voit bien que les pays ont des approches différentes, que leurs approches ont évolué au cours du temps. C'est le cas de la France, par exemple. Alors, avec aujourd'hui une approche plus localisée, est-ce que ça, c'est une approche qui vous paraît pertinente, justement, ces confinements? Alors, c'est pas tout à fait du confinement, c'est du confinement de temps en temps, le week-end, à Dunkerque, sur le littoral, et puis on verra bien si Jean Castex annonce ou pas. Je pense que c'est des mesures qui valent le coup d'être essayées, mais encore une fois, personne ne sait si ça va marcher. Ça vaut le coup pour essayer d'éviter un nouveau confinement qui, on l'a vu, d'abord paralyse complètement le pays, et puis qui a un impact et un retentissement extrêmement important, avec d'un côté des enjeux sanitaires qui sont avant tout de pouvoir être capables de prendre en charge les malades qu'ils nécessitent, et non seulement les malades du Covid, mais également les autres malades. Et on voit toute la difficulté aujourd'hui de devoir déprogrammer des interventions qui sont programmées, qui ont déjà été repoussées lors des confinements précédents. Et c'est vraiment un dilemme pour les médecins de savoir comment on va pouvoir repousser ces interventions. Donc, à la fois ces personnes qui sont programmées, celles qui doivent être prises en charge parce qu'elles ont un Covid, et en même temps de pouvoir quand même avoir une vie, et en particulier une vie économique et une vie sociale pour les peut-être plus jeunes générations qui aujourd'hui souffrent terriblement de la situation de confinement. Samuel Alison, je voudrais qu'on parle un petit peu du séquençage, que vous nous expliquiez. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que le séquençage de ce virus en particulier? En quoi c'est un travail important pour mieux connaître ce virus et ses variants? Donc le séquençage, ça consiste à aller voir l'ARN du virus, son matériel génétique, parce que le virus, comme tous les êtres vivants, a un matériel génétique. Et Odile Launay l'a rappelé, le virus, à chaque fois qu'il se réplique, qu'il produit des nouveaux virus quand il infecte une personne, il va y avoir certaines de ces mutations qui vont se fixer dans son génome.
Et il y a deux raisons principales d'aller regarder ce qui se passe dans les génomes des virus. La première, c'est pour essayer de dépister des mutations qui pourraient avoir un effet sur l'infection. C'est ce qu'on voit avec les variants. En fait, une des raisons pour lesquelles ces variants ont tout de suite interpellé les scientifiques, c'est qu'ils étaient porteurs de certaines de ces mutations, dont on reparlera peut-être, mais qui avaient déjà été décrites comme pouvant affecter la protéine de spicule qui permet au virus de rentrer dans la cellule. Et comme pouvant avoir des propriétés sur la reconnaissance par le système immunitaire. Donc, une des raisons de séquencer, c'est d'aller voir l'effet de ces mutations. Une autre raison, qui est un peu inverse en fait, c'est de suivre les mutations qui n'ont pas d'effet, ces mutations neutres, parce que vous allez comme ça pouvoir retracer un petit peu l'histoire évolutive du virus, les grandes lignées. Et cette histoire évolutive, dans le cadre d'un virus, elle correspond en fait à l'histoire épidémiologique. Et donc en suivant cette évolution neutre, vous pouvez comprendre la propagation. On parlait tout à l'heure de mesures très localisées. Avec un travail de séquençage, un suivi des séquences, vous pourriez par exemple savoir si l'épidémie qui circule dans un département est assez spécifique à ce département, ou si au contraire, c'est des chaînes de transmission qui circulent dans toute la région. Vous voyez, vous avez plus d'informations sur la structure des chaînes de transmission, voire sur les événements de superpropagation. Alors ça fait de très bonnes raisons de faire du séquençage. Or, manifestement, la France est assez en retard sur le sujet. Il y avait un article des Échos il y a quelques jours, selon lequel seuls 0,15% des personnes positives en France ont fait l'objet de ce séquençage. Pourquoi est-ce que la France est aussi en retard sur le sujet, Samuel Alison ? Il y a beaucoup de facteurs, mais malheureusement, un des principaux facteurs, c'est celui du coût. C'est-à-dire que le séquençage traditionnel, le séquençage Sanger, que les éditeurs connaissent peut-être, et coûte beaucoup moins cher que ce séquençage de nouvelle génération, comme on l'appelle, qui permet d'obtenir le génome entier du virus. Et c'est nécessaire d'obtenir ce génome entier parce que c'est un virus qui évolue relativement vite par rapport à l'échelle de temps qui nous intéresse. On n'est pas dans le cas du VIH. Ce séquençage de nouvelle génération coûte relativement cher. On est dans une politique de désinvestissement, d'austérité pour tout ce qui est le milieu hospitalo-universitaire et la recherche. Donc vous avez une première question du coût, et cette question du coût se lie aussi avec celle de l'expertise, c'est-à-dire que il faut non seulement acheter les machines, mais il faut former les personnes, et il s'agit pas juste de former des techniciens pour générer les séquences. Ensuite, oui, donc ça s'improvise pas, quoi. D'analyse de ces séquences. Donc vous pouvez pas compenser des années de retard en quelques mois, et de toute façon il faudrait en plus une volonté politique de le compenser. Aujourd'hui on est quand même dans une situation où la gestion de l'épidémie en France, elle fait les frais de la campagne présidentielle de 2022. Aujourd'hui, depuis novembre, c'est devenu un peu quelque chose de secondaire. Encore un mot avant le journal de 8 heures, Samuel Alison. Le Royaume-Uni, par exemple, qui s'apprête à déconfiner, a davantage séquencé. Est-ce qu'on peut y voir un lien de cause à effet ? C'est délicat aussi parce que le Royaume-Uni, par exemple, a parmi les meilleurs épidémiologistes au monde, là où nous, on a 5 à 10 équipes en recherche universitaire, en épidémiologie, ils en ont quasiment une centaine. Le fait de séquencer très fortement, le fait d'avoir énormément de conseils scientifiques ne veut pas nécessairement dire que les autorités vont s'appuyer dessus. Ce qui est certain, c'est qu'avec cette puissance de séquençage, ils ont pu tout de suite, dès qu'ils ont vu le redémarrage très fort de leur épidémie en décembre, associer ça à des propriétés évolutives du virus. Donc ça a été effectivement un plus dans leur gestion de l'épidémie. Mais ils ont quand même souffert d'une vague extrêmement meurtrière en décembre-janvier. Voilà, il faut rappeler évidemment le nombre très important de victimes au Royaume-Uni. Samuel Alison, Odile Launay, on vous retrouve après le journal de 8 heures pour parler toujours de cette épidémie, puis de faire aussi un point sur cette campagne de vaccination. Les médecins généralistes entrent dans la danse à partir d'aujourd'hui. On verra où on en est d'ici une vingtaine de minutes.
Et nous poursuivons notre discussion à propos de l'épidémie de Covid-19 alors que le Premier ministre Jean Castex doit s'exprimer aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Que va-t-il annoncer ? On sait qu'il y a une dizaine de départements qui sont considérés comme étant en situation inquiétante. Hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, était à Dunkerque. L'agglomération dunkerquoise se reconfine le week-end, tout comme le littoral de la Côte d'Azur. Et alors que le nombre de cas positifs est en hausse assez importante, plus de 31 000 cas enregistrés hier, alors que ces dernières semaines, on était plutôt sur une moyenne de 20 000 cas. Et pour en discuter avec nous ce matin, je rappelle le nom de nos deux invités, Samuel Alison, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'évolution des maladies infectieuses, et Odile Launay, infectiologue. Vous êtes praticienne à l'hôpital Cochin AP-HP et membre du comité scientifique vaccin Covid-19. Alors parlons justement de cette campagne de vaccination qui entre dans une nouvelle phase à partir d'aujourd'hui, puisque les patients vont pouvoir se faire vacciner chez les médecins généralistes. Est-ce que pour vous, Odile Launay, ça marque une étape importante dans cette campagne de vaccination ? Alors c'est en fait une étape qui est liée au fait qu'on a le vaccin d'AstraZeneca. Donc ce vaccin en fait peut être conservé au frigidaire, ce qui facilite évidemment grandement son utilisation. Jusqu'à présent, les vaccins ARN messagers sont des vaccins qui se conservent congelés. Donc ça rendait très peu facile l'utilisation chez les médecins généralistes. Parce que ça suppose d'avoir un matériel adapté. Ça demande d'avoir des congélateurs à moins 20 ou même à moins 70 degrés pour le vaccin Pfizer, donc toute une infrastructure que les médecins généralistes évidemment ne peuvent pas avoir. Là, le vaccin AstraZeneca se conserve comme les vaccins habituels au frigidaire. La seule contrainte, c'est que ces vaccins sont présentés en multidose, c'est-à-dire que ce sont des flacons qui permettent de vacciner 10 personnes. Et lorsque ces flacons sont ouverts, il faut les utiliser dans les 6 heures. Donc ça veut dire que le médecin traitant va devoir... Dans les 6 heures, vous avez dit ? Dans les 6 heures. Donc le médecin va devoir organiser en fait des séances de vaccination. Et on sait que les médecins sont très demandeurs de pouvoir vacciner parce qu'ils ont une très forte pression de leurs patients qui veulent se faire vacciner, pour lesquels c'est difficile de se faire vacciner à l'hôpital. C'est compliqué, ou dans les centres de vaccination, il faut prendre des rendez-vous. Les rendez-vous, aujourd'hui, sont très difficiles à obtenir. Donc pour moi, le fait que ces médecins soient impliqués, et c'est ce qu'on souhaitait depuis le début, mais ce n'était pas possible jusqu'à présent compte tenu des spécificités de ces vaccins, le fait que ce soit les médecins qui vaccinent leurs patients, c'est vraiment un point très positif. On sait que les Français ont une très très grande confiance dans leurs médecins traitants et qui vont aller se faire vacciner parce que c'est leur médecin qui leur propose la vaccination. Alors pour que ce soit bien clair, Odile Launay, je suis médecin généraliste, j'ai donc reçu un flacon avec 10 doses. Si je veux vacciner mes patients, je peux donc en vacciner 10, c'est-à-dire une dose par patient, et je dois le faire dans la même journée. Sinon, la dose ne sera plus efficace, c'est ça ? Voilà, sinon le flacon ne sera plus utilisable. Mais bon, 10 personnes à vacciner, la vaccination, c'est relativement facile à faire. Donc la seule chose, c'est qu'il faut s'organiser et avoir finalement une plage de rendez-vous, de consultation. Mais c'est ce qu'on a fait dans les centres de vaccination, qu'ils soient à l'hôpital ou en ville. On a organisé des séances de vaccination pour ne pas perdre de doses, puisque jusqu'à présent, tous les vaccins sont présentés sous la forme de flacons multidoses, qui en fait est ce qui est mis en place pour vacciner plus rapidement en cas de pandémie, comme c'est le cas actuellement. Ça suppose pour les médecins de faire des choix parmi les patients qui vont demander à être vaccinés. Comment s'opèrent ces choix, sachant que ce vaccin AstraZeneca n'est pas efficace sur toutes les catégories de population? Alors, on ne peut pas dire ça. En fait, ce qu'on voire sait, moins efficace, en tout cas, ce qu'on peut-être. sait, c'est ce vaccin a une autorisation d'utilisation à partir de 18 ans, puisque les essais ont été conduits chez l'adulte. Par contre, dans les essais, très peu de personnes de plus de 65 ans ont été inclus. Et donc, c'est pour ça que la Haute Autorité de Santé en France a choisi, en attendant d'avoir plus de données, de réserver ce vaccin pour les personnes de moins de 65 ans. Mais on vient d'avoir là, très récemment des données sur les premiers résultats de l'efficacité de ces vaccins AstraZeneca en vie réelle
en particulier en Écosse. Et il semble que ce vaccin, y compris chez les plus âgés, puisqu'il a été largement utilisé chez les plus âgés en Écosse, ait une efficacité très importante, de l'ordre de 90%, y compris chez les plus âgés, jusqu'à 80% chez les plus de 80 ans. Donc aujourd'hui, ces réserves sont en train d'être levées et il est fort possible qu'on reconsidère cette limite d'âge, puisqu'on a aujourd'hui pas de possibilité de vacciner les 65-75 ans. Les plus de 75 ans sont appelés à se faire vacciner par de l'ARN messager. Les 50-64 ans, donc à partir d'aujourd'hui, vont pouvoir être vaccinés par le vaccin AstraZeneca en démarrant, en priorisant les gens qui ont des maladies qui les exposent à un risque plus important de faire des formes graves. Et finalement, on a un trou. Enfin, on n'a pour l'instant pas de possibilité de vacciner les 65-75 ans. Si les données qui viennent d'être rapportées par nos collègues écossais se confirment, il est possible qu'on puisse élargir la vaccination à cette tranche d'âge également. Samuel Alizon, comment est-ce qu'on arrive à expliquer les différents niveaux, disons, d'efficacité des différents vaccins qui existent aujourd'hui contre le Covid-19 et ses variants ? Alors sur l'efficacité en tant que telle, je pense que Odile Lenné sera bien plus compétente que moi pour expliquer les bases immunologiques en fait qui sont un peu différentes selon les types de vaccins. Mais sur les variants dont vous parlez, c'est effectivement un point qui est plus lié à l'évolution virale. Et en particulier pour les variants qu'on a vu émerger en Afrique du Sud, la lignée B1 153, et on pense aussi, mais on en est moins sûr, pour la lignée qui a émergé au Brésil, la lignée P1. Ces lignées sont porteuses d'une mutation en position 484 qui avait déjà été décrite, qu'on avait déjà vu. Qu'est-ce que ça veut dire en position 484 ? Dans le génome, en fait, c'est comme ça qu'on repère où sont les mutations dans le génome du virus, dans la protéine de spicule. Et cette mutation est associée avec un échappement immunitaire. C'est une des hypothèses qu'on met en avant pour expliquer l'origine de la deuxième vague à Manaus, parce que comme vous le savez, à Manaus au Brésil, il y a eu une première vague extrêmement meurtrière, où en fait les analyses avaient suggéré que cette vague avait reflué du fait de l'immunité naturelle, car la population, les personnes une fois infectées auraient été immunisées. Et malgré cela, on a vu une deuxième vague à Manaus. Et une des hypothèses mises en avant, c'est que cette deuxième vague aurait été causée par un virus ayant cette mutation d'échappement immunitaire. Dans le cadre des vaccins, a priori aujourd'hui, le Vastrin a le plus gros souci pour le vaccin d'AstraZeneca par rapport à cette mutation qu'on trouve dans le variant 153 apparu en Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud n'utilise plus le vaccin AstraZeneca pour cela. En revanche, pour les autres vaccins, pour le moment, on a moins d'inquiétude par rapport à cette mutation-là. Pour ce qui est du variant de la lignée B117, elle a apparu en Angleterre. Il y aurait une légère baisse d'efficacité avec le vaccin AstraZeneca, mais il reste encore très efficace. Je crois qu'on est aux alentours de 75%. Donc c'est un des soucis. C'est aussi pour ça qu'à tout point de vue, avoir une situation avec ce qu'on a appelé le plateau haut, avec une circulation massive du virus, parce que dans nos modèles, nous on estime qu'il y a de l'ordre de 70 000 nouvelles contaminations par jour en France. Ce n'est pas idéal. C'est pas idéal parce qu'à chaque fois que vous avez une nouvelle infection, vous avez des mutants qui apparaissent et donc des risques d'évolution en réponse au vaccin. Alors attendez, vous venez de dire, Samuel Alizon, dans vos modèles, il y a 70 000 nouvelles contaminations aujourd'hui en France, alors qu'il y en a plus de 30 000 enregistrées. Comment est-ce que vous expliquez cette différence ? Comment vous passez de 30 000 à 70 000 ? Ça veut dire qu'il y en a 40 000 qui ne sont pas déclarés, dans les c'est modèles, Oui, ce que je vous disais sur les tests de dépistage, c'est que vous avez énormément d'infections qui sont asymptomatiques et cette variable, elle est extrêmement labile. Elle dépend énormément de si vous avez certaines personnes qui, pour les mêmes symptômes, seraient allées se faire tester il y a un an, qui aujourd'hui n'y vont plus parce que voilà, ils se disent qu'ils ont déjà eu l'infection et donc vous avez une difficulté en fait à interpréter ces chiffres. Nous, dans les modèles, on va se baser, comme la plupart des collègues, en fait, on va se baser sur les admissions pour des Covid sévères.
Parce que quand une personne est admise en réanimation pour un cas de Covid, vous avez un échantillonnage. Enfin, en gros, vous n'allez pas passer à côté de cette admission en réanimation. Et donc, à partir de là, vous pouvez ensuite, si vous savez quelle est la proportion des infections qui conduisent à des admissions en réanimation, et c'est là en fait la grosse incertitude sur cette infection. Vous pouvez du coup, à l'aide d'un modèle mécanistique, essayer d'estimer combien il y avait d'infections pour obtenir le même nombre d'admissions en réanimation 14 jours plus tard à peu près. Mais cette difficulté, Samuel Alison, à interpréter les chiffres, elle est liée à la difficulté qui est inhérente à cette pandémie, ou bien est-ce qu'elle est aussi liée à un manque de données, peut-être, exploitables, et donc d'études qui sont menées, d'études statistiques? Il y a quand même une difficulté inhérente qui est que c'est une des raisons pour lesquelles le SARS-CoV-2 est devenu une pandémie, c'est que vous avez beaucoup d'infections asymptomatiques et même pour les infections qui vont être symptomatiques, vous avez un délai avant l'apparition des symptômes. Et c'est sûr que ces tests de dépistage sont beaucoup plus puissants à une échelle nationale pour suivre une épidémie quand vous avez des symptômes. Enfin, quand vous avez peu de cas asymptomatiques. Alors je précise aussi que le test de dépistage est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Ça vous permet d'avoir des tendances, en particulier à des échelles plus fines, parce que plus vous travaillez à une échelle fine, quand vous regardez les départements, vous allez avoir beaucoup moins d'admissions en réanimation. Donc cette variable-là devient elle-même beaucoup plus bruitée. Donc à une échelle fine, le test de dépistage a quand même un gros intérêt. Et évidemment, pour tout ce qui est du suivi des chaînes de transmission, là c'est quelque chose d'essentiel. Je reviens pour caractériser au mieux l'épidémie, en particulier à un niveau national, c'est une métrique qui souffre d'énormément de biais. Je reviens à la campagne de vaccination. Odile Launay, est-ce que cette échelle fine, elle est nécessaire aussi pour la vaccination? Alors, on a parlé tout à l'heure de l'approche territoriale. Il y a aussi l'approche par âge, même si vous évoquiez justement le fait que peut-être ce vaccin AstraZeneca pourrait être étendu, à condition bien sûr d'avoir suffisamment de doses aux personnes les plus âgées. Le fait justement de privilégier, par exemple, personnes qui ont des risques de comorbidité, et puis les personnes les plus âgées, est-ce que ça vous semble entrer dans la bonne stratégie de vaccination? Ou bien est-ce que d'autres catégories de population auraient dû être, selon vous, privilégiées pour que ce soit efficace, bien entendu, puisque le but, quand même, d'une campagne de vaccination, c'est d'abord l'efficacité. Alors, la campagne de vaccination, elle a deux objectifs. Elle a un objectif, le premier objectif, qui est celui qui a été mis en évidence là, c'est de protéger les gens les plus à risque de faire des formes graves et d'être hospitalisés, avec aussi un objectif de pouvoir désengorger les systèmes de soins qui, aujourd'hui, on l'a rappelé, font face à un nombre très important de patients. Donc c'est la priorité. C'est ce qu'on appelle le bénéfice individuel de la vaccination, c'est-à-dire je vais vacciner les gens les plus à risque pour les protéger eux-mêmes. Et donc, dans la mesure où on a peu de doses de vaccins, la priorité aujourd'hui, c'est de vacciner ces personnes en priorité, vraiment. Ensuite, on va choisir de vacciner les gens qui sont le plus à risque d'être exposés au virus. Et c'est le cas, par exemple, des professionnels de santé, qui, de par leur profession, vont avoir un risque accru d'être en contact avec le virus. Mais ça peut être aussi d'autres professions qui sont en contact avec le public, par exemple, ou ça peut être des groupes dont on connaît la difficulté à respecter les mesures barrières. En particulier, on sait que dans les foyers ou dans des catégories de population pour lesquelles, finalement, le respect des mesures barrières est beaucoup plus difficile, la vaccination peut avoir un intérêt pour limiter la circulation du virus à l'intérieur de ces communautés. Oui, mais il y a une catégorie alors de la population qui circule beaucoup, dont on peut imaginer qu'elle est beaucoup exposée au virus. Ce sont les plus jeunes qui vont à l'école, les établissements commencent à rouvrir. Est-ce que pour limiter la circulation du virus, il n'aurait pas été plus pertinent de cibler justement sur cette population jeune pour stopper la circulation du virus? Alors parce ça, que pour tout un tas de personnes âgées, on peut considérer qu'elles sont relativement, disons, statiques. Elles ne vont pas travailler et quand elles sont à peu près en bonne santé, elles restent plutôt isolées. Donc, elles sont peut-être moins exposées à oui, donc ça, c'est le troisième objectif de la campagne de vaccination, c'est-à-dire de limiter la circulation du virus avec finalement une vaccination dans un objectif de protection de la collectivité.
qui a pour objectif de limiter la transmission et la diffusion du virus. Donc c'est un objectif auquel on va arriver quand on aura suffisamment de doses, puisque ça nécessite, pour réussir à atteindre cet objectif, de pouvoir vacciner une proportion suffisante de la population et pour avoir la limitation qu'on cherche à obtenir de la circulation du virus. Donc compte tenu aujourd'hui du nombre de doses, la politique qui a été choisie, qui a été mise en place, et la France n'est pas isolée, hein, tous les pays d'Europe ont choisi exactement la même politique, c'est avant tout d'assurer la protection des plus fragiles, de ceux qui vont faire et on sait très bien aujourd'hui quels sont les facteurs de risque de faire des formes sévères, c'est avant tout l'âge, et puis ensuite c'est ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire les maladies chroniques qui exposent vraiment à un risque très important de faire une forme grave. Mais sur la question d'un ciblage un peu plus important sur les populations les plus jeunes pour ralentir la circulation. Ça va venir, mais il faut qu'on ait les doses. Aujourd'hui, comme vous le savez, on a très peu de doses. Hein. On estime que seulement 4% de Français, à peu près 4 millions de Français ont reçu la première dose de vaccin. Donc, on n'a même pas encore terminé aujourd'hui de vacciner les personnes de plus de 75 ans, et on sait que ces populations-là, même si, comme vous l'avez dit, sont très, très prudentes, circulent peu, ont pris vraiment toutes les mesures possibles, on veut les protéger en priorité. Il faut savoir aujourd'hui que la moyenne d'âge en réanimation, elle est 62 ans. Donc ça veut dire que maintenant, on a aussi des personnes plus jeunes. Et là, c'est essentiellement des gens qui ont des maladies chroniques, ou en tous les cas des prédispositions à faire des formes graves, que sont les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, le diabète, enfin tout un certain nombre, l'obésité, tout un certain nombre de facteurs qu'on connaît très bien aujourd'hui et qui prédisposent vraiment à faire des formes compliquées. Donc, priorisons ces personnes. Les vaccins marchent bien. Aujourd'hui, on a la garantie de l'efficacité de ces vaccins. Un tout petit peu moins bien, comme on l'a rappelé là, sur les variants. Donc, il va y avoir une adaptation de ces vaccins vis-à-vis de ces variants, afin de garder une efficacité. Même s'ils marchent moins bien pour l'instant, on a des données qui sont plutôt rassurantes, en tous les cas pour les vaccins ARN, peut-être un tout petit peu moins bien avec l'AstraZeneca et moins bien sur le variant sud-africain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un objectif, c'est d'essayer de limiter au maximum la circulation de ce variant sud-africain. Mais vaccinons vraiment les gens qui sont à risque d'être hospitalisés, encore une fois, pour restreindre au maximum la problématique de l'encombrement des structures de soins. Il faut peut-être préciser aussi, Odile Launay, ou rappeler à nouveau quelle est la stratégie vaccinale de la France s'agissant du nombre de doses qui sont administrées. La France, si j'ai bien compris, a fait le choix d'administrer rapidement 2 doses aux personnes qui ont accès à ces vaccins, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres pays qui ont choisi d'espacer dans le temps l'administration de ces 2 doses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence de stratégie et quelles en sont les conséquences ? Alors, en fait, les données d'efficacité qui ont été publiées sont des données d'efficacité qui ont été réalisées à partir d'essais cliniques, donc de ce qu'on appelle les phases 3, où les vaccins, en tous les cas les vaccins ARN messagers, le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna, ont été administrés à 3 semaines d'intervalle entre les 2 doses pour Pfizer, à 4 semaines pour le vaccin Moderna. Donc les données dont on dispose sont des données qui montrent une efficacité, mais avec 2 doses de vaccin. Alors ce qu'on a vu aussi, c'est que dans ces essais, l'efficacité, elle démarre dès la 2e semaine après la première dose. Et donc certains pays, comme le Royaume-Uni, comme le Canada, a choisi d'espacer la 2e dose pour leur permettre de vacciner un plus grand nombre de personnes en attendant d'avoir plus de doses. Mais cette stratégie est une stratégie qui fait le pari finalement qu'en vaccinant un plus grand nombre de personnes, on va avoir une protection supérieure à celle obtenue avec 2 doses sur un plus petit nombre de personnes. La France, jusqu'à présent, peut-être que les choses vont changer, a choisi de garder les 2 doses, en faisant l'hypothèse que les données d'efficacité disponibles, elles sont basées sur ces 2 doses. Et on sait également que la réponse en anticorps, elle est beaucoup augmentée avec la 2e dose. Et dans l'hypothèse, en particulier de circulation de variants moins sensibles à cette réponse vaccinale, a été fait l'hypothèse que
il fallait les 2 doses pour avoir le maximum d'efficacité. Donc ces 2 stratégies qui sont différentes, la France n'est pas le seul pays d'Europe, la majorité des pays d'Europe ont aussi fait le choix de faire ces 2 doses à 4 semaines d'intervalle. Peut-être que si les données qui vont être disponibles dans les pays qui ont choisi d'espacer la 2e dose montrent que c'est une stratégie finalement efficace, la France pourra revenir sur ses recommandations. Mais aujourd'hui, c'est un tout petit peu trop tôt pour remettre en cause ces recommandations et d'espacer les doses. Samuel Alizon, est-ce que c'est important qu'il y ait des stratégies différentes selon les pays, et y compris dans des pays voisins, pour mieux comprendre ce qu'est ce virus, ce que sont ces variants, et pour mieux les combattre ? Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous parlez dire par des stratégies différentes? Que ce soit des stratégies, par exemple, des stratégies, par exemple, sur la vaccination, ou bien également des stratégies sur les mesures sanitaires qui sont prises, confinement, déconfinement, couvre-feu, avec du coup un impact sur la façon dont le virus circule. Donc j'imagine que quand on traite, comme vous, des données pour essayer justement aussi de comprendre l'histoire de la circulation du virus, ça peut aussi permettre de guider les décisions. La situation est quand même relativement similaire, parce que comme l'a rappelé Odile Launay, il y a vraiment un intérêt à utiliser le critère de l'âge pour mettre en place la campagne de vaccination, parce que vous aurez un effet démultiplié au niveau de l'attention dans les services hospitaliers, en protégeant d'abord les personnes les plus fragiles, donc ou les plus à risque de faire des Covid sévères. Il y a la grosse différence qui peut exister entre les pays, c'est le nombre de doses. C'est sûr que quand vous avez très peu de doses disponibles, vous allez d'autant plus viser les personnes les plus à risque, parce que vous pouvez pas avoir d'impact sur la circulation de l'épidémie. Cette stratégie vaccinale peut effectivement être ajustée en fonction du nombre de doses. C'est vrai qu'en France, il est dommage qu'on n'ait pas plus anticipé l'implémentation en fait de la politique vaccinale, parce que on parlait de la question de est-ce qu'il vaut mieux espacer les 2 doses ou pas. C'est une question qui est pas simple, parce qu'il y a énormément de critères qui entrent en jeu. C'est des questions sur lesquelles c'est là où la modélisation, je parlais des différents scénarios tout à l'heure, peut vraiment offrir un éclairage. En France, on a eu des scénarios de modélisation, mais à ma connaissance, il y a une seule équipe en fait qui a été mandatée pour travailler là-dessus, qui a travaillé sur la question de l'âge. Mais par exemple, à ma connaissance, sur la question d'est-ce qu'il vaut mieux espacer les doses ou pas, en prenant en compte les différentes facettes, parce qu'il y a la facette de l'efficacité du vaccin à court terme ou à long terme, parce que il y a aussi là aujourd'hui on a l'impression que quand même, les résultats d'Écosse montrent qu'une seule dose permet quand même d'aboutir à des efficacités de plus de 80% à moyen terme. Se pose la question du long terme, et se pose aussi la question de l'évolution du virus, parce que potentiellement, ce que vous dit la théorie, c'est que quand vous avez une réponse immunitaire moins forte, ça peut laisser plus d'ouverture à l'évolution virale pour échapper à la réponse immunitaire. Ça reste très théorique, mais voilà, c'est vraiment là-dessus où c'est vrai qu'en France, on peut regretter encore une fois qu'il n'y ait pas eu plus d'investissement dans la recherche sur le Covid et entre autres, je prêche pour ma paroisse, mais sur les aspects de modélisation et aussi de séquençage dont on a parlé tout à l'heure. Alors, est-ce que justement, ce travail de modélisation et de séquençage, dont on a bien compris qu'il était largement insuffisant en France, Samuel Alizon, mais peut-être en se servant aussi de ce qui est fait dans d'autres pays, est-ce que ces travaux permettent aujourd'hui quand même d'avoir des scénarios pour l'après sur la circulation du virus? Ou bien est-ce que vous mentionniez tout à l'heure cette notion de hasard qui était importante? Est-ce que c'est avant tout le hasard qui dicte sa loi au Covid-19 et à ses variants? Sur la mise en place d'une politique de vaccination massive, non, on espère que le hasard aura peu de rôle. Il y a toujours cet inconnu. Je pensais moi à la campagne de vaccination qu'à l'évolution virale en tant que telle.
Mais voilà, au niveau de la campagne de vaccination, a priori, et c'est ce qui se confirme dans les pays que Odile Launay a mentionné, enfin notamment en Israël, où on voit déjà des effets très tangibles de la couverture vaccinale, avec un reflux de l'épidémie, mais aussi un reflux de l'épidémie dans des classes d'âge où la vaccination a été particulièrement avancée. Donc là-dessus, on est assez confiant. Il reste, voilà, il y aura toujours cette inconnue de l'évolution virale qui est une inconnue pour tous les virus en fait, qui est une constante. Si on se place un peu plus loin, là, on va avoir dans des scénarios très lointains. En gros, que deviendra le SARS-CoV-2 à l'échelle de 5-10 ans? Ce que les modèles laisse supposer un scénario relativement optimiste, ce serait qu'on évolue vers des infections du type de celles des coronavirus saisonniers qui existent déjà, où finalement vous auriez une immunité qui se construit dans la population à l'enfance, parce que sur le SARS-CoV-2, comme pour les autres coronavirus, les enfants font beaucoup moins de formes sévères, et ensuite les adultes pourraient être réinfectés, mais finalement protégés avec cette immunité qui serait faite pendant l'enfance. C'est un des scénarios qui a été proposé par des collègues au vu des patrons immunitaires observés. Et cette immunité, elle se... sur 5 à 10 ans, donc évidemment... Alors voilà, oui, j'allais vous poser la question, cette immunité, elle pourrait se faire à quelle échéance? 5 à 10 ans, vous dites? En fait, tout va dépendre des paramètres de la réponse immunitaire. Ce que ces chercheurs mettent en avant, c'est qu'en fait, l'immunité au coronavirus n'est pas ce qu'on appelle une immunité stérilisante, c'est-à-dire que l'immunité va vous protéger en cas de réinfection contre des formes graves, mais vous allez quand même pouvoir être réinfecté, ce qui serait différent pour d'autres infections virales. Et là, tout l'enjeu sur ce basculement entre il va nécessiter deux choses pour passer d'une épidémie telle qu'on la vit actuellement à quelque chose de plus saisonnier. C'est d'une part que se fasse une immunité massive dans la population adulte, qui actuellement n'est pas immunisée et susceptible de faire des formes sévères. Et donc ça, a priori, ce sera via de l'immunité vaccinale. Et ensuite, cette immunité serait renouvelée par les enfants, et là, ça va dépendre des paramètres de la réponse immunitaire. Donc il y a une incertitude, voilà, sur l'échelle à laquelle ça pourrait se produire. Bon, ça reste un scénario. Quand vous faites des scénarios, vous avez une certaine confiance à 2 semaines sur vos scénarios. Là, on se place sur plusieurs années. Donc, c'est vraiment des grandes tendances. Mais c'est un peu ce qui se dessine aujourd'hui au niveau évolutif sur le long terme. En tout cas, voilà, évidemment, à court terme, on n'est pas encore là. Il y a donc cette campagne de vaccination. Il y a ces mesures localisées de reconfinement, de couvre-feu peut-être encore un peu plus avancées. Et puis, dernière question, Odile Launay, c'est une recommandation qui est faite par certains des membres du conseil scientifique d'avoir un traitement différencié selon les générations des membres de ce conseil qui plaide pour un contrat social entre générations. Les jeunes accepteraient la contrainte des mesures de prévention, qu'est le port du masque, la distance sociale, à condition que les personnes âgées acceptent de leur côté un auto-isolement. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'aujourd'hui, les personnes, je pense que ce n'est pas que les personnes âgées. Hein. Ce qu'on voit, c'est que les personnes âgées, mais aussi les personnes fragiles, sont celles qui sont à risque de faire des formes sévères et donc qui ont le plus de risques d'être hospitalisées, voire de mourir de cette maladie. On sait que ces gens-là sont déjà extrêmement sensibilisés et font extrêmement attention. Malgré tout, certains d'entre eux peut-être pourraient être encore plus vigilants, et ce, en attendant de pouvoir être vaccinés, puisque l'objectif de la vaccination, c'est de protéger justement ces personnes fragiles. Donc moi, ce que j'entends par cette prise de position de certains membres du conseil scientifique, c'est de rappeler que pour les personnes les plus fragiles, les mesures d'isolement, les mesures barrières doivent être respectées le plus possible, et que peut-être il faut pouvoir les aider à respecter ces mesures barrières. Ça veut dire quoi, les aider ? Les aider en mettant à place peut-être des services de livraison de repas, par exemple, en les aidant à pouvoir communiquer avec leur entourage par des systèmes de visioconférence qu'ils ne maîtrisent pas forcément très bien. Enfin, un certain nombre de mesures qui pourraient les aider finalement à cet, entre guillemets, auto-confinement, en tous les cas, ce respect
vraiment stricte des mesures barrières. Mais ça n'empêche qu'on a aussi besoin que les jeunes respectent les mesures barrières et respectent en fait ce qui est aujourd'hui recommandé, c'est-à-dire éviter les regroupements trop nombreux qui vont favoriser et permettre la circulation intense de ce virus. Merci beaucoup Odile Launay. Je rappelle, vous êtes infectiologue et membre du comité scientifique vaccin Covid-19. Merci Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS. Merci à tous les deux d'avoir été en notre